Voilà, je suis d'une famille où les mâles qui m'ont précédé depuis 2 siècles ont toujours entre 5 et 8 enfants, jamais moins de 5, jamais plus de 8. Donc on a une espèce de constante, on aime la famille. Moi-même, j'ai été 40 ans marié avant de perdre ma femme et de devenir prêtre. J'ai 7 enfants, vous voyez que je suis dans la fourchette. Hein. J'ai 28 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants, plus un adopté qui va rejoindre le groupe des 5 arrière-petits-enfants. Voilà, donc je suis très attaché à la famille et je pense que son rôle éducatif est extrêmement important, que c'est même, je pense, une barrière à tous les totalitarismes possibles. Vous voyez, par conséquent, défendre la famille dans son rôle éducatif, c'est vital pour notre société. Je pense que d'ailleurs, tous les régimes totalitaires, sans exception, se sont toujours attaqués à la famille. Toujours. Ils ont essayé de casser le couple, ils ont essayé de faire en sorte que la femme n'ait plus le temps, la force d'avoir des enfants et de pouvoir s'en occuper. Donc je pense que c'est un test, si vous voulez, historique qui montre l'importance de la famille. Alors, je vais faire un petit peu d'histoire, si vous voulez, récente de notre pays, hein, parce que la dérive éducative à laquelle on a assisté ne date pas d'hier. Vous voyez, moi, je l'ai découverte, cette dérive éducative, en rentrant dans le monde de l'entreprise fin 57. Je me suis rendu compte, 2-3 ans après, à une période où il y avait le plein emploi, on embauchait énormément, et arrivait une nouvelle génération qui n'avait pas de souvenir de la guerre, alors que moi j'ai tous mes souvenirs de la guerre, j'ai eu faim, j'ai entendu les bombes siffler. La nouvelle génération, non. Elle était rentrée dans un monde en paix, ses parents étaient en train de reconstruire le pays et ça marchait bien. Et puis au bout de 15 ans à peu près, vers les années 65, on a commencé à rentrer vraiment dans la société, j'allais dire productive, fournissant tous les biens peu à peu dont on avait besoin. Et je crois que la dérive éducative, moi je l'ai repérée dès le début des années 60. Une génération, vous voyez, qui avait beaucoup de droits et pas beaucoup de devoirs. Une génération pour laquelle on avait construit des nouveaux lycées, des nouvelles écoles, une industrie du jouet, puis une industrie du disque, puis une industrie du vêtement. Des jeunes qui étaient sûrs de trouver un emploi même s'ils avaient échoué scolairement. À l'époque, dans l'industrie chimique, on formait en 3 mois des aides de labo avec des gens qui avaient raté le brevet, qui était autre chose que le brevet des collèges bien sûr, mais qui étaient quand même des gens qui avaient raté ce brevet, et qui au bout de 3 mois, s'ils étaient d'origine ouvrière, gagnaient plus que leurs parents pratiquement, très vite. Et les parents ne leur demandant pas de participer aux frais, leur paye était de l'argent de poche. Donc nous les voyions à l'époque se payer des voitures de luxe, des voitures de course quelquefois, petites voitures de sport disons, et alors que nous, jeunes ingénieurs pourvus de famille, on bouclait les mois, mais enfin sans rien de trop, quoi. Donc cette dérive, elle a commencé à cette époque-là, et en 65, j'étais en charge de formation d'agents de maîtrise. Je me rappelle, c'était dans la forêt de Fontainebleau. On formait des agents de maîtrise de la chimie, et je leur ai dit, on va avoir un clash avec cette génération. On aura un clash. Là où je me suis complètement foutu dedans, c'est que j'étais persuadé que ce clash aurait lieu dans le monde du travail, ouais, un peu comme l'affaire des congés payés en 1936, etc. Pas du tout. Ça s'est passé à Nanterre, avec des étudiants de milieu classe moyenne, hein, et sur des slogans tout à fait nouveaux, j'allais dire, pour notre société, qui étaient des slogans de révolution sexuelle, de libération sexuelle, venant d'ailleurs des États-Unis. Les Cohn-Bendit et Gesmar citaient en permanence Reich, Marcuse, hein, toute cette mouvance culturelle venant des États-Unis qui prônait la libération sexuelle. Ce qui est très intéressant, et je me permets de vous donner cet événement historique,
c'est que le Parti communiste, qui était extrêmement bien implanté dans l'usine où je me trouvais, avec la CGT, est rentré dans le mouvement pour le freiner. Vous voyez, ils ont réussi à pousser tous leurs militants CGT pour mettre en panne notamment les raffineries, ce qui a bloqué le pays. Hein, et les gros bras du PC faisaient à l'époque la chasse à tous les intellectuels venant de Paris qui essayaient de dévoyer les ouvriers des usines. Ça a été très spectaculaire. Et j'ai eu des contacts, on peut dire, amicaux avec les gens de la CGT, parce qu'ils se rendaient bien compte que, j'allais dire, on menait d'une certaine manière le même combat, hein, pour des raisons différentes. Eux, parce qu'ils ne voulaient pas que le gauchisme prenne le pouvoir. Rappelez-vous que Lénine a écrit un petit opuscule que j'ai acheté d'ailleurs à l'époque, qui s'appelle « La maladie infantile du communisme, le gauchisme ». Le gauchisme, la maladie infantile du communisme. Bon. Et donc c'était un mouvement gauchiste, ils voulaient le stopper. Alors, en bloquant les raffineries et en amenant le gouvernement de Pompidou à Grenelle, ils ont cru avoir gagné. Parce qu'effectivement, le général de Gaulle était à la Baden-Baden pour s'assurer que les troupes le suivraient s'il tapait le poing sur la table, et il a tapé le poing sur la table. Et quand il a tapé le poing sur la table, le premier à prendre la parole dans les gens de l'Assemblée nationale, c'était Ballanger, qui était en charge du groupe communiste à l'Assemblée, et qui a dit « Nous voulons des élections démocratiques ». Et donc ça voulait dire « Surtout pas cette chienlit gauchiste ». Donc c'est très important de se rendre compte, vous voyez, qu'ils ont essayé de freiner le gauchisme, hein, et ils ont complètement échoué. Ils ont réussi à amener le gouvernement à Grenoble et à finir les événements de 68, mais si vous regardez les pourcentages du Parti communiste à partir de ce moment-là, ils sont en baisse régulière jusqu'à quelques pourcents aux dernières élections présidentielles. Donc c'est bien le gauchisme qui a gagné. Bon. Alors on y reviendra parce que c'est très important de voir la place que ça a sur le problème de l'éducation et de la famille. Le gauchisme a envahi tous les médias, toute la sphère culturelle. Hein, ils ont trouvé tout de suite des alliés, hein, et on a vu des conséquences multiples immédiatement. Les attaques qui ont fusé contre tout ce qui représentait une autorité, ouais, que ce soit le père, le patron, le chef, d'une manière générale. On se moquait du chef, du petit chef, etc. Je peux même vous dire que dans l'Église catholique, il y avait des églises où on ne disait plus notre Père. C'était un gros mot, Père. Le Père a été, comment dire, rayé des contrôles. Hein. Le psychiatre Alexandre de Villebois, hollandais de son état, a publié en 1985 d'ailleurs un bouquin qui s'appelait La Société sans Père, que j'ai réussi à faire rééditer non sans mal, où il décrivait cette évolution dans la jeunesse, où un certain nombre de gens, étaient atteints de troubles psychiatriques parce qu'ils n'avaient pas eu de père pour les structurer. Ouais. Donc c'est très intéressant de voir que, voyez, un homme de métier, un professionnel, a remarqué ça et il l'a publié. Je l'ai su des années après, je ne l'ai pas su au moment où il l'a publié. J'ai rencontré tout à fait par hasard sa veuve des années après qui m'a dit « Est-ce que vous connaissez le bouquin de mon mari ?» J'ai dit « Non ». Elle m'a dit « Je vais vous l'envoyer ». Je l'ai lu et j'ai dit « Important, c'est une pièce de plus du puzzle que je suis en train de bâtir, d'essayer de comprendre tout ce qui se passe. » Donc l'autorité contestée, celle qui fait respecter quoi, des règles du jeu, vous voyez, qui pose des barrières, des limites. Hein. Donc toute personne qui pose des limites est un fasciste. Hein. Le caractère naturel et social de la sexualité est nié. C'est aussi un élément qui va se développer à cette époque-là. Anna Trella constatera, et nous l'avons constaté dans l'entreprise, que l'adolescence est devenue un âge qui commence beaucoup plus tôt et qui se termine beaucoup plus tard. Il a écrit Interminables adolescences, et nous avons beaucoup d'adultes qui, au fond, continuent à rêver de l'adolescence. Il y a des femmes de 50 ans qui s'habillent comme des minettes, c'est à mourir de rire. Hein. Elles veulent absolument passer à dos. Hein. Un jour, je faisais une conférence à la Légion d'honneur à des jeunes filles,
Et j'ai fait une conférence sur l'adolescence, justement, parce que c'est une période de transition, si vous voulez, entre l'enfance et l'état adulte, avec deux phases que j'ai décrites dans mon bouquin qui s'appelle la phase veau et la phase tigre. La phase veau où on se raccroche à la bande parce qu'on a une personnalité inconsistante, et la phase tigre où on tire sur tout ce qui bouge, quoi. Bon. Et à la fin de la conférence, il y avait réponse aux questions. Il y a une charmante jeune fille qui s'est levée et qui m'a dit: est-ce que vous pourriez me donner des conseils pour essayer de rééduquer ma mère? Parce que c'était une question difficile pour répondre. J'ai essayé de faire ça très délicatement. Parce qu'elle disait ça, vous voyez, sans aucun caractère ironique. Vous voyez, c'était même touchant. Elle avait envie d'aider sa mère à devenir adulte. Et elle souffrait, bien sûr, d'avoir une mère adolescente. Le narcissisme, vous voyez, les gens centrés sur leur nombril, c'est aussi quelque chose qui a grimpé. Je viens de voir que Pascal Ligue vient de sortir un bouquin sur les personnalités narcissiques, mais on sait par les sociologues que les pervers narcissiques, c'est une catégorie qui monte comme ça actuellement. L'écologie est devenue idéologique. Vous voyez, ce n'est plus une écologie réaliste. Hein, on a beaucoup de choses qui sont devenues idéologiques. Hein. Je pourrais vous faire une petite parenthèse sur le GIEC, hein, qui regarde le climat depuis 150 ans, alors que le climat oscille depuis déjà quelques milliers d'années et qu'on peut voir ces oscillations. Et on vous dit que vous êtes climato-sceptique, non pas parce que comme si vous contestiez le réchauffement climatique, il est réel. Ce qui n'est pas réel, c'est qu'il dépend du CO2 industriel, qui est un pipi de rat à côté du principal gaz à effet de serre, qui est la vapeur d'eau. Tout simplement, il y a des milliards de mètres cubes d'eau dans les océans, et si le soleil chauffe un peu plus, ça évapore de l'eau, et le gaz à effet de serre augmente. Et le CO2 industriel à côté de la vapeur d'eau, c'est un pipi de rat. Bon, donc, alors, il y a d'ailleurs toute une étude scientifique qui vient de sortir qui massacre le GIEC, et nous sommes des milliers de scientifiques à signaler que c'est une sottise sans nom. Nous avons aussi constaté dans le domaine de la famille les ruptures des couples qui se multiplient, et ce n'est pas le mariage qui est en cause, c'est le couple. Parce que les couples non mariés rompent encore plus vite et de façon plus nombreuse que les couples mariés. C'est donc en fait, et je le dis à tous les jeunes que je prépare au mariage, parce qu'il y en a encore, hein, c'est qu'il faut comprendre ce qu'est l'amour. Vous voyez, hein, et l'amour, c'est quelque chose dont on peut parler réalistement, parce que ça fait quand même quelques milliers d'années que les gens savent ce que c'est que l'amour entre un homme et une femme, hein, c'est pas facile, hein, mais on peut en parler sérieusement, hein, et il faut cesser de bêtifier là aussi sur le couple, hein, où on remplace l'amour par l'affectif, si le peut, qui est une des caractéristiques de notre société, hein, et par le sexe. Hein. Alors on sait très bien que l'alliance du sexe et de l'affectif, ça dure 36 mois. Les sociologues disent 3 ans, mais vous voyez, c'est à peu près la même chose. Et donc, ça s'appelle la passion, et ça dure, vous voyez, 3 ans. Voilà. La cellule familiale est menacée en permanence par des égoïsmes sacralisés. Et on sacralise l'usage par chacun du libre arbitre. Et on confond le libre arbitre avec la liberté. La vraie liberté, c'est quand on n'a plus d'esclavage. Or, les addictions montent comme ça. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a une addiction? C'est quelqu'un qui a fait usage de son libre arbitre pour se mettre dans une seringue. Hein. Et une fois qu'il est dans la seringue, il a perdu en fait toute liberté. On peut être addict à l'alcool, à la drogue, à la techno, à aller aux fringues, aux biens matériels, etc. Non, le libre arbitre, c'est une caractéristique sur la planète uniquement de l'homme. Tous les animaux sont en pilotage automatique, soit par l'instinct, soit par le dressage. L'homme n'est pas en pilotage automatique. Il a un poste de pilotage avec une intelligence raisonnable et une volonté. Et c'est le bon usage de cette intelligence et de cette volonté qui conduit à la vraie liberté, et c'est le mauvais usage de ce poste de pilotage qui conduit à l'esclavage. Demandez à un drogué s'il est libre, il vous dira que non, il est dans un état d'esclavage épouvantable, dont certains n'arrivent pas à se sortir. Et ça se termine en général mal. Voilà, un certain nombre de choses, si vous voulez, que j'ai mis dans mon premier bouquin, qui s'appelait le défi éducatif, hein, qui est paru en 89, qui est épuisé depuis longtemps. Il a été retiré 3 fois à toute allure, parce que j'alertais simplement, vous voyez, ce n'était pas un bouquin comme les fondamentaux d'éducation
sur un mode opératoire pour éduquer, ça je l'ai fait plus tard, c'était une alerte à mes contemporains pour dire ce qui va être en jeu dans les années qui viennent, vous voyez, c'est l'éducation. Et c'est l'éducation, et cette éducation, le début, le principal rôle éducatif, c'est d'abord la famille. En second, c'est l'école. Et la famille a besoin d'une école avec laquelle elle soit, j'allais dire, en connivence, en complicité, hein, pour pouvoir être complémentaire de ce que fait la famille. Et le troisième partenaire ultérieur de la famille, c'est le monde du travail. Ouais, c'est pour ça que l'apprentissage, par exemple, est joue un très bon rôle éducatif pour des jeunes qui ne sont pas faits beaucoup pour l'école, vous voyez, qui retrouveront d'ailleurs peut-être le bout de l'école après l'apprentissage, mais le travail est bidonnement éducatif. Hein. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on travaille. Et nous, en plus, les chimistes, on le sait d'autant plus parce que si on travaille comme des cochons, on risque de s'intoxiquer, de se brûler, d'exploser, de perdre la main, l'œil, etc. Ça rend intelligent. Donc, dans mon livre Le défi éducatif, j'ai dit la vie sociale et la vie morale sont en danger parce que la vie familiale est devenue dans la ligne de mire de gens qui manifestement veulent la détruire. Mais à cette époque-là, je n'avais pas fait une enquête suffisamment solide pour dire qui voulait la détruire, pourquoi et comment. La société des loisirs a imprégné cette génération-là, d'où la baisse de la vie culturelle. Donc il y a eu une baisse de la vie culturelle. Et à l'époque, je me souviens, n'ayant pas la certitude qu'il y avait un plan de destruction de la famille et de l'éducation par la famille, je disais on a une crise de société, hein, qui arrive souvent après les guerres d'ailleurs. Il y avait une crise de société après la guerre de 14-18. Il y a une crise de société qui a trois volets. Un volet spirituel, puisque le matérialisme est devenu, vous voyez, omniprésent, donc ça tue la vie spirituelle. Un aspect moral, parce que la libération sexuelle a fichu en l'air tout un pan de la morale, et la vie culturelle, qui est devenue l'encéphalogramme blanc pour beaucoup. Hein, et on a vu l'école d'ailleurs baisser, si vous voulez, de niveau. D'ailleurs, dans les classements internationaux, la France n'a pas cessé de baisser depuis des années. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une baisse d'une culture populaire qui était portée par la famille, qui a été longtemps portée par la famille rurale parce que notre pays était majoritairement rural. Et quand cette classe rurale a diminué en quantité et puis en travail elle a changé complètement, elle fait maintenant beaucoup de paperasse et beaucoup moins de culture, il y a une sagesse qui a disparu. Quand j'ai pris la direction de l'école de chimie de Lyon, puisque j'ai été 23 ans dans l'industrie avant de diriger une grande école, ce sont les élèves eux-mêmes qui m'ont appris qu'ils souffraient de la triche scolaire depuis leur enfance. Et ils m'ont dit, remettez de l'ordre dans la triche à l'école, parce que on a l'impression que vous dites ce que vous faites et que vous faites ce que vous dites, et par conséquent, on vous le dit, si vous remettez de l'ordre dans la triche, hein, ça fera du bien. Alors on l'a fait, on a donné carton jaune à celui qui était pris une fois à tricher, et carton rouge à celui qui était pris deux fois, c'est-à-dire exclusion de l'école. On avait été obligé de faire un carton rouge seul en 11 ans. Mais des cartons jaunes tous les 3 ans, parce que la mémoire se perdait. Quand les gens restent 3 ans à l'école, la mémoire se perdait. Voilà, bon. Donc, au bout de quelques temps, dans le monde des employeurs, mes élèves m'ont dit, ça se sait maintenant qu'à l'école de chimie de Lyon, on ne triche pas, et c'est un plus à l'embauche. Ce qui veut bien dire qu'il y a quand même présent, toujours présent, et notamment dans le monde du travail, vous voyez, l'idée qu'il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Hein, donc, ça a joué un rôle qui n'était pas négligeable. Donc, j'en étais là, si vous voulez, de tous ces constats, parce que ce n'étaient que des constats, et c'est une chose tout à fait, en apparence mineure et anodine par rapport à ce problème de l'éducation, qui m'a fait penser qu'il y avait peut-être quelque chose de plus important, peut-être un plan, peut-être une volonté destructrice. Et ce petit fait, c'était en 69, au printemps 69, vous voyez, donc
une année après les événements de mai 68, le passage aux maths modernes. Hein, brusquement, on annonce, aux surprises, qu'à la rentrée, en sixième, on va mettre les maths modernes. Or, j'avais comme voisin de lit à Polytechnique un fils de mineur polonais. Hein, et mon professeur de maths à l'IPS, Gaston Julia, était le fils de petits immigrés espagnols à Sidi Bel Abbès, hein, en Algérie. Hein, il avait été repéré par les instituteurs et puis poussé comme ça. Hein. Et donc, je me suis dit la chose suivante. Alors, non, j'ai commencé par acheter le bouquin en 2 tomes d'un Belge qui s'appelait Papy et qui avait fait une excellente vulgarisation de ce qui allait se faire dans l'école. Hein. Et ayant lu ce bouquin, je me suis dit, cette réforme qui paraît mineure, hein, va tuer l'ascenseur social. Et c'est une évidence. Parce que quand vous lisiez le bouquin de Papy, vous vous aperceviez que le langage des maths modernes est un langage éminemment abstrait. Or, dans une famille modeste, on emploie 50 mots abstraits. Dans une famille élevée socialement, on emploie 500 mots abstraits. Donc c'était sûr, hein, que les maths modernes allaient tuer l'ascenseur social. Or, le maire de Besançon, qui cumulait le double handicap d'être socialiste et polytechnicien, avait cette espèce d'animal dit que, au contraire, ça favoriserait les gens de milieu modeste parce que les parents ne pourraient plus aider les enfants. Vous voyez. Or, il est évident que les parents élevés, d'un niveau élevé pécunier ou culturel, ou donneraient eux-mêmes, se formeraient aux maths modernes, hein, payeraient des leçons particulières à leurs enfants, et que ça serait un désastre. Ça a été un désastre. Vous voyez, dans ma promotion de Polytechnique, il y avait 22% de gens d'origine modeste, il y en a moins de 8% aujourd'hui. Cherchez l'erreur. Alors je l'ai écrit, et je peux vous dire, c'est l'écrit dont je suis le plus fier, hein, pas du tout mes bouquins. En 69, j'ai écrit dans un bouquin syndical, dans un journal syndical de la chimie, hein, que j'avais eu comme copain, voisin de lit à Polytechnique, un fils de mineur polonais, et qu'il n'y en aurait plus dans l'avenir. Et malheureusement, j'ai gagné mon pari. Oui, c'est terrible, hein. Ça a été une catastrophe ambulante. Alors je me suis dit, bon, ben, ils ont eu cette idée tordue, mais qui veut changer comme ça les choses, hein? Est-ce que c'est uniquement les maths modernes? Et non, ce n'était pas uniquement les maths modernes, puisqu'on a vu apparaître la méthode globale, hein, qui a fait des dégâts, précisément parce qu'elle est parfaitement illogique, hein, donc elle est justement impossible. Alors, forcément, elle ne peut pas rendre les gens intelligents, puisque la méthode passée de l'alphabet aux syllabes, puis ensuite aux mots, c'est une méthode logique. Oui. La méthode globale est parfaitement illogique, il faut mémoriser comme ça des mots. Hein, une fois qu'on les a mémorisés, il faut être capable de les retrouver, etc. Ça a fait des dégâts considérables. Et toutes les méthodes pédagogiques mises en place étaient de ce type-là. Alors, j'ai commencé à faire une enquête. C'est-à-dire, je me suis dit, mais d'où ça vient? Je suis remonté dans le temps. J'ai commencé à voir poindre dans certaines déclarations d'inspecteurs généraux d'éducation nationale cette idée que l'enfant devait construire lui-même son savoir. Ouais, le constructivisme, ça datait déjà, alors, c'était pas passé encore dans les faits, mais c'était déjà dans les écrits, disons entre 1950 et 1965, mettons, on voyait déjà des écrits qui montraient qu'il y avait une dérive. Alors je suis remonté encore en amont. En amont, je suis tombé en 1946 sur le fait que le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Ramadier, qui est un socialiste de l'ancienne école, avait empêché qu'on discute le plan Langevin-Wallon à l'Assemblée nationale. Alors, je suis remonté encore en amont. En 1944, ce plan Langevin-Wallon est sorti. Il n'a donc jamais été discuté officiellement et en fait, il a été appliqué en permanence à Grenelle. Ouais, il a été appliqué en permanence à Grenelle. Hein. On peut dire dans le secret, hein, on l'a appliqué. Ce plan avait été écrit non pas par Langevin et Wallon, mais par toute une équipe de gens qui avaient déjà discuté avant la guerre
avec un homme qui était le porte-parole, si vous voulez, de cette intelligentsia, qui était un Italien remarquablement intelligent qui s'appelait Gramsci, hein, un trotskiste, hein, extrêmement fin, extrêmement intelligent, et qui a beaucoup œuvré dans les milieux plutôt latins, français, italien, espagnol, portugais, etc. Alors qu'à la même époque, il y avait une école qui s'appelait l'école de Francfort, qui œuvrait dans les milieux plutôt germaniques et pays du Nord. Cette école de Francfort a été obligée de se replier dardard en 1933 quand Hitler a pris le pouvoir, mais elle s'est remise en place en 1947, ce qui veut bien dire qu'il y avait une volonté délibérée de faire, j'allais dire, vivre ces thèses, vous voyez, sur une révolution, j'allais dire, de l'école. Alors, j'ai fait travailler un de mes copains parce que j'ai créé une association Lire et Écrire qui existe toujours en 1999, hein, avec mon ami Sibieux et un de mes copains de promotion, Castellanet. Alors la nouvelle génération maintenant est en place, puisque Sibieux est mort et que Castellanet doit avoir un an de plus que moi, donc 84 ans, et donc on n'est pas loin de têter les pissenlits par la racine. Mais il y a des gens remarquables dans cette association Lire et Écrire, et je crois qu'on a, si vous voulez, identifié qu'il y avait véritablement un plan de destruction de l'école. Hein. Eh bien, ce plan de destruction de l'école, alors j'en avais eu, sans le savoir, une véritable démonstration quand je dirigeais l'école de chimie de Lyon, parce que si j'ai pu envoyer autant d'élèves en ayant toutes les bourses que je voulais pour des élèves, même dont les parents étaient smicards aux États-Unis, c'est parce que le niveau de la terminale américaine, c'est moins que rien. C'est moins que rien, c'est minable. Hein. Et donc les Américains ont beaucoup de mal à remonter, à partir de la terminale, un certain nombre d'étudiants jusqu'au niveau Bac plus 4 scientifique. Après ça, c'est fini. Ce qui veut dire que dans les grandes universités scientifiques américaines, il y a 75 à 80% d'étudiants étrangers. Donc ils cherchent d'ailleurs à garder les meilleurs comme profs. C'est pour ça que les profs ont des noms grecs, chinois, tout ce que vous voulez, allemand, français, etc. J'ai un de mes élèves à qui on a proposé à 27 ans une chaire de chimie physique dans une des meilleures universités américaines. Eh bien, c'est parce que ce plan est venu des États-Unis. Et c'est aux États-Unis qu'a commencé cette mouvance trotskiste, hein, tout de suite après la guerre de 14-18, et je vous dirais, parce qu'il a fallu que je rencontre une deuxième personne qui avait fait exactement la même étude que moi, mais sur un problème complètement différent, sur la fameuse libération sexuelle. Et bien c'est parti du même endroit. Vous voyez, c'est des trotskistes américains qui ont fait une analyse très intelligente de la prise de pouvoir de Lénine en URSS, enfin en Russie à l'époque. Et ils se sont dit, jamais on pourra faire ça dans un pays développé comme les États-Unis. C'est impossible. Le prolétaire américain n'a surtout pas envie de faire une révolution prolétarienne et de risquer sa peau. Ce qu'il veut, c'est pouvoir consommer. Donc, on ne peut pas penser, si vous voulez, prendre le pouvoir hein, dans un pays comme les États-Unis en prenant le deuxième Marx. Il faut revenir au premier Marx. Et effectivement, vous constatez que Marx a eu deux phases dans sa réflexion, et que la première, il ne prenait pas du tout la révolution prolétarienne, il n'avait pas encore travaillé sur la plus-value et tout, il prenait une révolution culturelle. Or, si vous voulez faire des gens qui soient des bœufs, hein, qui votent n'importe quoi, qu'est-ce qu'il faut tuer? L'intelligence et la volonté. Eh bien, on va tuer l'intelligence par l'école, ensuite par les médias, par l'université, on va développer, si vous voulez, une culture qui appauvrit l'intelligence, on y est en plein, hein. Et de l'autre côté, alors, analyse remarquable marxiste de Freud. Freud nous donne la solution pour tuer la volonté, c'est la libération sexuelle. Parce que les gens n'auront plus de maîtrise de leur pulsion, et donc vous avez tout. Si vous tuez l'intelligence et la volonté, vous tuez le libre arbitre, et vous faites des gens manipulables. Ah, merci. Bon, alors, on savait, si vous voulez, qui a fait ça. On savait, plus exactement, qui avait initié ça. Alors, qui tire les ficelles maintenant? Ben, c'est simple, c'est les gens qui veulent un pouvoir mondial financier. C'est aussi simple que ça. Et si vous tapez sur votre internet Aaron Rousseau, et vous écouterez
la recension qu'a fait Aaron Russo à 6 mois de sa mort, de la conversation qu'il avait eue avec Nick Rockefeller, qui lui a annoncé très clairement qu'il voulait mettre en place un gouvernement mondial, hein, que c'était eux qui avaient lancé toute la libération sexuelle, les revues porno, etc. Hein, et de l'autre côté, que c'était eux également qui avaient tué la culture, etc. On dit, oui, c'est pas un effet du hasard, hein, c'est un plan subversif, voyez, de gens qui n'apparaissent pas officiellement, mais qui ont beaucoup d'argent, hein, qui peuvent manipuler d'ailleurs probablement la bourse et les choses comme ça, et je ne m'étonnerais pas, oui, qu'ils fassent un coup parce que Clinton était une de leurs créatures. Ouais, Clinton, c'était une créature. Et on a des tas de gens qui vont à toutes les assemblées des Bilderberg, etc., qui sont, si vous voulez, les courroies de transmission de ce mondialisme financier. C'est pas du tout la thèse du complot, etc. Ah non, c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a un plan de destruction remarquablement intelligent, voyez, qui est en place depuis longtemps et qui s'est traduit alors, je vous dis, dans certains pays, sur le plan d'école, par le plan Langevin-Wallon en France, hein, je vous dis qu'il n'a jamais été discuté politiquement, hein, et qui a toujours été appliqué par tous les gens, tous les ministres, et ils sont nombreux de droite ou de gauche, qui ont été ministres de l'Éducation nationale en France, hein, ont toujours collé leur nom sur des projets qui avaient été concoctés par leur service, parce qu'ils n'avaient pas le temps, sachant qu'ils ne seraient pas ministres pendant très longtemps, d'élaborer un projet par eux-mêmes. Donc ils prenaient des projets clés en main qui leur étaient fournis par des gens qui étaient imprégnés de l'esprit du plan Langevin-Wallon. Relisez le plan Langevin-Wallon, vous verrez. Si vous lisez les prémices, vous vous dites, mais c'est très bien, ils veulent l'autonomie des élèves, de plus en plus d'autonomie. C'est exactement ce qu'on dit dans le constructivisme. On va faire des élèves, vous voyez, ils seront autonomes puisqu'ils auront construit leur savoir eux-mêmes. Non, non, c'est complètement faux. Hein. Ils seront au contraire pas autonomes du tout parce qu'on a besoin pour construire le savoir de recevoir un héritage et de continuer, vous voyez, à en tirer des leçons pour développer. De la même manière, dans la famille, on a besoin que la famille, qui a un héritage également, vous voyez, de gens qui se sont succédés, et que c'est eux qui structurent la personnalité des enfants. Ne vous étonnez pas qu'on veuille détruire la famille, ne vous étonnez pas que les lobbies comme LGBT, etc., ont une action remarquablement constante. Hein. Ils représentent quelque chose de très petit sur le plan quantitatif, mais quelque chose de très puissant sur le plan, vous voyez, de la destruction de la famille. Ouais. La destruction de la famille, la destruction de l'école, sont des choses qui sont capitales. Et peu à peu, ça détruit également le monde du travail. Parce que si la famille et l'école sont impuissantes, si vous voulez éduquer les enfants, tôt ou tard, dans le monde du travail, on n'arrive plus à embaucher des gens qui soient capables de tenir un cap. Et j'ai été il y a quelques jours, former toute l'équipe d'une PME qui nous rend service à mon association AES, parce que le patron de cette petite PME me disait « Aidez-moi à former les gens, j'ai du mal à recruter des gens, voyez, qui soient capables, voyez, de travailler d'une façon solide, réaliste, avec des règles du jeu, d'appliquer des règles du jeu, ce qui n'empêche pas de faire des suggestions et de contribuer au contraire à l'amélioration de la performance et tout, mais des gens qui sont capables, vous voyez, de respecter des règles, vous voyez, de discipline. Bon. Alors, vous voyez, le rôle de la famille est capital parce que dans la famille, il y a des choses dont on a besoin et qui sont nécessaires dès le début. Et donc, quand j'ai écrit les 9 fondamentaux de l'éducation, ayant fait donc cette longue étude de réflexion sur les origines du trouble, hein, de la famille, je me suis dit quelles sont les choses qui sont vraiment issues de la famille, qui sont capitales et qui dans la famille jouent un rôle important. Et je suis retombé, vous voyez, comme Alexandre de Villebois, sur le fait que, au moins sur 2 des axes importants
de l'éducation familiale, le père est capital. Hein. Alors, quelle est la première chose qu'on peut faire dans la famille? J'allais dire, oui, à la limite, je vais dire, dès que l'enfant n'est plus allaité, ouais, dès que l'enfant n'est plus allaité, il faut lui donner des règles sociales. L'homme est un être d'habitude, voyez, et donc on peut donner des bonnes habitudes à un gosse, et on n'est pas obligé, vous voyez, dans la socialisation de l'enfant, on n'est pas obligé de faire appel à sa raison pour lui imposer des règles. On va lui imposer des règles, et là on va éduquer peu à peu sa volonté. Et puis quand il atteindra l'âge de raison, on lui expliquera pourquoi les règles qu'on lui a imposées à un moment sont effectivement des règles précieuses. Hein. Eh bien ça, c'est la socialisation de l'enfant qui est capitale. Et je dis souvent aux mamans qui ont évidemment les yeux de chimène pour Rodrigue, pour leur poupon, hein, je leur dis, il y a des moments, le nourrisson, hein, très petit, il faut qu'il entende la voix du père qui monte un peu les décibels et qui n'a pas du tout la voix de la mère, hein, et l'enfant ne s'y trompe pas, là, dans le cerveau, c'est pas logé au même moment, au même endroit, la voix du père et la voix de la mère. La voix du père, c'est la voix des règles du jeu. Et de temps en temps, le nourrisson, il faut lui dire, tu vas cesser de nous faire une tête comme un porte-avions, parce qu'il y a des gens qui ont envie de dormir. Ouais. Et dès qu'un père dit ça en montant un peu les décibels, chose curieuse, l'enfant s'arrête. Ça veut dire qu'il se rend compte qu'il est en train de transgresser des règles sociales. C'est aussi simple que ça. Ouais. Donc la première chose, c'est dans toute cellule de société, et la première cellule de société, c'est la famille, il faut que l'enfant sache qu'il y a des règles du jeu qui sont à respecter, des lois. J'appelle ça la loi. Hein. Et je dis, celui qui est le plus apte à faire respecter la loi, c'est le père, parce qu'il n'a pas ce lien charnel, hein, qui donne à la mère, par contre, des qualités que le mâle n'a jamais, hein, une capacité de comprendre l'enfant de l'intérieur. La femme a une capacité de comprendre ce qui se passe dans l'intérieur de son enfant. Et c'est irremplaçable. Quand ma femme me disait « Patrick a besoin de toi », je ne discutais même pas. Je disais « Ma femme me dit que mon fils numéro 2 a besoin de moi actuellement, je vais m'en occuper d'art parce qu'elle le sent. Et elle sait très bien que ce n'est pas à elle de le redresser, de le recadrer. C'est que c'est à moi, mais c'est elle qui me le dit. Donc vous voyez, il y a une complicité, c'est pour ça que je déteste le terme autorité parentale, vous voyez, comme s'il y avait une autorité qui était la même chez les parents et que n'importe lequel des deux parents pouvait utiliser la même autorité. C'est faux. J'expliquais aux jeunes que je prépare au mariage qu'il y a deux autorités différentes qui sont complémentaires et qui doivent être complices. Une autorité d'influence et une autorité spirituelle qui est celle de la maman, hein, et une autorité de gouvernement qui est nécessaire pour la maman pour qu'elle se fasse harceler par le bout du nez par ses chéris. Hein. Et si vous voulez, moi j'ai 7 enfants, j'avais 3 garçons en 5 ans. À l'adolescence, je peux vous dire que des fois ça faisait du bruit dans l'Anderno. Hein. Et de temps en temps, je dis à ma femme, ne te fais pas de soucis, ma chérie, je montre rétablir l'ordre à Varsovie. Hein. J'en attrapais un par le callback, je le soulevais, je l'envoyais sur le lit. C'était fait en 30 secondes. Hein. Ouais. Et ça soulageait ma femme immédiatement. Ouais. Donc il y a une complémentarité. L'autorité parentale, c'est la complicité permanente de deux autorités, dont une est une autorité, j'allais dire, intérieure, une autorité d'influence, on pourrait presque dire une autorité spirituelle, qui est celle de la femme, qui ne doit jamais s'opposer à l'autorité de gouvernement, qui est celle de l'homme, et de même l'autorité de gouvernement doit tenir compte, vous voyez, de tout ce que dit celle qui se présente comme l'avocate, comme celle qui prépare la réconciliation, comme celle qui demande une réduction de peine, toutes sortes de missions auxquelles la femme excelle, hein, et pour lesquelles il faut qu'il y ait cette complicité énorme. Voilà. Alors, dans la socialisation de l'enfant, il y a ce premier réflexe, ce premier rôle qui est le respect des lois. Le deuxième élément, non moins essentiel de cette socialisation de l'enfant, c'est mon petit, toute personne est respectable en tant que personne. Ses comportements ne sont pas forcément respectables, mais une personne, c'est une personne. On n'a pas le droit, si vous voulez, de mépriser une personne. Une personne, c'est un être, j'allais dire, qui nous dépasse. Vous voyez, c'est un être qui a une valeur en soi. C'est ce que les philosophes appellent l'éminente dignité de la personne humaine, et que nous, les prêtres, on dit c'est la dignité des enfants de Dieu, mais c'est la même chose.
Vous voyez, c'est une réalité comme ça, et que cette personne soit blanche, qu'elle soit noire, qu'elle soit vieille, qu'elle soit moche, qu'elle soit belle, etc., en tant que personne, elle est respectable. Et donc, si je te vois, mon enfant, être impoli, désagréable, etc., avec quelque personne que ce soit, tu connaîtras le 44 fillettes au point arrière. Ayant été footballeur, je suis un bon 44. Bref. Et la troisième chose qui est importante, c'est dès qu'on est dans une communauté humaine, on mouille sa chemise avec les autres. Ouais. La solidarité dans le service. Ouais. Tout le monde doit participer, si vous voulez, à la vie sociale. C'est vrai dans la famille, c'est vrai dans l'école, c'est vrai dans l'entreprise. Quand j'étais consultant et que j'entrais dans une entreprise et que j'entendais quelqu'un dire « Ah mais ça c'est pas mon boulot, hein, ne me demandez pas, etc. » Je me disais « Cette entreprise va mal. » Ouais, l'entreprise va mal quand les gens ne sont pas prêts, quand quelqu'un est dans la difficulté, à lui donner un coup de main. Bon, ben ça c'est un rôle capital du père, vous voyez, avec les qualités que lui a données la nature, c'est-à-dire une voix plus grosse, capable de pousser un coup de gueule de temps en temps, quelquefois 500 grammes de viande fraîchement désossée au point arrière. Ça rend intelligent. Vous n'imaginez pas à quel point ça peut rendre intelligent un enfant de recevoir de temps en temps. Ma fille numéro 5 a des jumeaux, et un jour, les parents étaient partis en vadrouille, donc ils nous avaient confié à ma femme et à moi, les jumeaux, ils devaient avoir 12-13 ans, ils étaient à l'âge bête, ça arrive, hein, on y est tous passés. Et il y en a un des deux qui était particulièrement gonflant ce jour-là, et je lui dis, Alexis, si tu continues, papy va te donner 500 grammes de viande fraîche non désossée sur le pont arrière. Il se trouve que Alexis est en train de faire des études scientifiques, et ben, ça devait être déjà en germe, parce qu'il a voulu vérifier. Hein. Alors il a reçu effectivement les 500 grammes de viande fraîche au pont arrière, hein, et je l'ai entendu qu'il allait dire à son jumeau, Xavier, méfie-toi, papy a 500 grammes. Donc, voilà. Et ça, c'est donc des règles, si vous voulez, de vie sociale. La deuxième chose qui est cette fois-ci non pas, vous voyez, éduquée, mais élevée, et qui est également très importante, et le père joue un rôle capital là-dedans, c'est dans les fondamentaux qui aident un enfant, vous voyez, à se construire. Or, qu'est-ce qui empêche de se construire, puisque la construction est dans le temps, le facteur temps est extrêmement important, et vous savez qu'il y a 3 temps, il y a le passé, le présent et le futur. Hein. Vous avez beaucoup de gens, et je le constate, c'est encore vrai à l'âge adulte pour certains, hein, ils ont l'impression dans leur passé de ne voir que des échecs. Eh bien, une des choses fondamentales qu'il faut apprendre à des enfants, voyez, c'est que toute information sur une action que j'ai faite, que ce soit un succès ou un échec, est précieuse pour me construire. Ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles il ne faudra pas que je mette le pied, c'est pas mon truc. Hein. Moi, si vous voulez, je suis d'une nulle guitare mécanique dont rien n'approche. Quand je voyais ma femme démonter sa pompe de machine à laver, le linge, je disais, tu vas à la remonter. J'étais affolé. Moi, je suis un chimiste, j'ai le chromosome du touilleur, vous voyez, et je suis bon cuisinier également, c'est le même chromosome, hein, mais il y a des choses pour lesquelles on n'est pas fait. Bon. Donc, il faut révéler à l'enfant, grâce à des partenaires qui peuvent être les professeurs, les professeurs d'art, des gens qui font de la poterie, n'importe quoi, il faut révéler à l'enfant qu'il a des talents et qu'il faut qu'il travaille d'abord sur ses talents. Vous voyez, que, avant de corriger les points faibles, il faut développer les points forts. Hein, c'est un moniteur de tennis qui m'a appris ça très clairement un jour. Il m'a dit, j'avais un coup droit de poulet tuberculeux, il m'a dit, mais ne t'en fais pas, ton coup droit tu le mets simplement le plus loin possible de l'adversaire pour pas qu'il t'assassine en retour, hein, et puis avec ton revers de trancheur de salami, tu vas le martyriser, toutes tes balles sont tordues, coupées et tout, tu fais le même geste pour la mettre longue à droite, longue à gauche, court à droite, court à gauche, et je vais t'aider à tirer un meilleur parti de ton point fort. Hein. Et moi j'entendais des gens qui disaient à ma femme, mais votre mari,
Il a trouvé son revers dans une pochette surprise, dans un cinéma de quartier, c'est pas possible. C'est pas un revers de tennisman. Oui, 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 disait ma femme, mais vous allez voir, il va faire beaucoup de points avec ce revers bon, de tranchant de salami. Bon. Bref, il faut aider les gosses à prendre confiance en eux. Ouais, c'est capital. C'est pas avoir la grosse tête. Vous voyez, on confond souvent hein, la vanité, voire l'orgueil, avec une bonne grosse confiance en soi. La confiance en soi, c'est pas de se croire supérieur aux autres, c'est de dire j'ai quelques qualités, elles sont limitées, je le sais bien, mais avec ces qualités-là, je ferai ma vie. Et je n'imiterai pas les autres. Ouais. Je suis fait pour faire ce genre de choses-là, je vais les faire au maximum. Et puis pour les points faibles, je ferai le minimum pour pas que ce soit un handicap. Ouais, c'est ce que m'a dit mon professeur de tennis. Il m'a dit tu fais le minimum pour pas que ce soit un handicap. Voilà. Bon. C'est simple comme tout et c'est bigrement utile dans la vie. Si vous utilisez vos collaborateurs de cette manière-là, vous verrez à quel point, d'abord, leur morale va changer, et deuxièmement, à quel point l'efficacité de l'équipe va grimper comme ça. Ouais. Et donc ça, c'est le premier point. Alors ça, c'est lié au passé. Ce qui paralyse beaucoup de gens sur le futur, c'est l'inquiétude. Le futur est incertain. Eh bien, il faut apprendre à nos enfants à ne jamais considérer l'avenir, oui, dans un état émotionnel, mais au contraire dans l'état le plus rationnel possible, de façon à se dire, ce monde évolue, hein, il y a des dangers, ben, je vais essayer de les identifier, mais il y a aussi des opportunités, je vais essayer de les identifier, et je vais essayer de toujours travailler dans les opportunités et de me garer des dangers. C'est-à-dire le refus de mettre de l'émotionnel quand on regarde l'avenir. Or, tous les gens mettent de l'émotionnel. Et bien ça, si le père habitue son fils, non pas à craindre l'avenir, mais si vous voulez, comment dirais-je, à l'analyser d'une façon rationnelle pour en tirer le minimum d'inquiétude. Voilà. Et troisième chose, bien sûr, le présent. Mais dans le présent, le risque, ce qu'il faut, j'allais dire, apprendre aux gosses, c'est à augmenter régulièrement leur autonomie. Et ça, c'est pas le rôle de la maman, parce que la maman, elle a quelquefois un peu peur pour son enfant qui prenne trop d'autonomie, qu'il ne soit pas capable, etc. Donc il y a un rôle capital du père dans ce domaine-là. Ça ne veut pas dire que la mère n'a pas de rôle, mais on le voit, d'ailleurs, on le voit très bien avec cet absentéisme des pères actuellement, que justement, il y a beaucoup de gens qui manquent de confiance en eux, ouais, qui ont peur de l'avenir, peur des risques, peur des risques, ouais. Peur de tenter quelque chose que personne n'a jamais fait, parce qu'on a la certitude il y a une opportunité, qu'on a les qualités pour le faire. Et puis, être autonome, c'est-à-dire ne pas être assisté. Ouais. Donc ça, tout ça, c'est un rôle capital du père. Alors reste le troisième volet, si vous voulez, de l'éducation, qui est, j'allais dire, la recherche du bonheur. Hein, la recherche du bonheur, la recherche du sens de la vie. Vous voyez, et là, bien sûr, la mère joue un rôle extrêmement important, hein, parce que sur le plan de l'amour et de l'amitié, j'allais dire, elle a donné. Hein, et elle peut, j'allais dire, faire la promotion de l'amour, hein, peut-être mieux que le père, parce qu'elle, elle a passé 9 mois à porter un enfant, elle l'a nourri, elle a tremblé pour lui quand il avait des pépins de santé, etc. Elle a quelque chose, si vous voulez, dans son instinct maternel que les enfants, d'ailleurs, repèrent tout de suite. Ouais, les enfants savent très bien que maman, c'est celle qui est capable d'un don d'elle-même, vous voyez, qui est capital. Or, l'amour et l'amitié, c'est quelque chose qui est capital pour l'être humain, et par conséquent, il faut absolument, ça veut dire, même si le père a aussi un rôle là-dedans, bien sûr, je ne dis pas du tout le rôle du père, mais je dis, la mère, là, elle a, un charisme propre qui est important. Le deuxième élément important dans le sens de la vie, c'est le travail. Le travail donne un sens à la vie parce qu'il donne un sens, comment dirais-je, d'utilité sociale. Hein. Et quelqu'un qui, d'ailleurs on le voit bien, le chômage est souvent destructeur pour les personnalités et même quelquefois la retraite. J'ai vu des gens qui étaient des gros bosseurs, professionnels, hein, notamment chez mon employeur Rôle Poulain, j'en ai vu un, il a fait des déprimes dès qu'il a été à la retraite. Hein, il a fait une grosse déprime.
parce qu'ils ne s'étaient pas préparés du tout à avoir une désoccupation, j'allais dire, aussi prégnante que le travail, même si elles n'étaient pas rémunérées. Vous voyez, on peut faire du bénévolat avec la même ardeur, vous voyez, que le travail. Et moi, j'avais dit à ma femme, moi, je ne prendrai jamais ma retraite. C'est pour ça que j'avais terminé ma carrière, vous voyez, en étant consultant, parce que je me disais, un consultant, tant que c'est pas complètement gaga, ça peut toujours rendre service, hein, se transmettre une sagesse, etc. Alors le Seigneur m'a pris au moins, il m'a dit, si tu veux du boulot, je m'en charge. Ça a résolu le problème très facilement. Ouais. Mais d'ailleurs, dans l'Église, je suis un consultant, en fait. En fait, vous voyez, mais oui, parce que, figurez-vous que j'ai rencontré un jour dans ma vie quelqu'un qui était tout à fait spécial, qui s'appelait Marthe Robin, hein, qui nous menait une vie absolument invraisemblable, ne mangeant pas, ne buvant pas et ne dormant pas, pendant 50 ans, hein, une mystique extraordinaire que j'ai rencontrée. Et dans les 55 minutes où on a discuté, à un moment, il me dit, Marthe, dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle m'a dit, avec un bon sens fabuleux, qui était une de ses nombreuses caractéristiques, elle m'a dit, faites ce que vous savez faire, là où vous êtes, quand le besoin s'en fait sentir. Ce qui fait que quand j'ai été ordonné prêtre et que je suis arrivé devant mon évêque, je lui ai dit, vu mon âge, Monseigneur, j'ai 66 ans, faites-moi faire ce que je sais faire, hein, là où il y en a besoin, et ça ira très bien. Parce qu'il l'a fait. Hein, c'est incroyable, une église qui a un bon sens pareil, c'est fabuleux. Ben, j'ai eu un évêque fabuleux, il m'a fait faire ce que je savais faire. Or, c'est vrai qu'à cause de mes vies antérieures, j'ai été appelé dans le monde de la famille, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la science, etc., voire dans le monde de la politique, puisque j'ai travaillé 5 ans avec Raymond Barre dans le bénévolat quand j'étais à Lyon. Donc, je crois qu'il faut... Le travail, c'est quelque chose de capital. Et je crois que ne pas, si vous voulez, être exigeant sur le plan du travail envers les jeunes, ce n'est pas un service à leur rendre. Ouais. Alors, par contre, on n'est pas fait pour faire tous le même travail. Hein. Et on a en France un goût abusif des résultats scolaires. Hein. Moi, j'ai plusieurs enfants sur mes 7 qui n'étaient pas des grands scolaires. Hein. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas fait une vie intéressante, pas du tout. Mais ils n'étaient pas des scolaires. Et donc, un de mes fils, par exemple, on l'a mis après la 3e dans une école de la Chambre de commerce de Paris, hein, qui correspondait très bien à un boulot qu'il sentait, vous voyez, et à partir de ce moment-là, plus aucun problème, quoi. Mais il s'ennuyait à l'école. Il y a des gosses qui s'ennuient à l'école. Ils ne voient pas à quoi ça sert. Et ils ont besoin, eux, de savoir à quoi ça sert pour se passionner pour l'école. Eh bien, je crois qu'il faut savoir... en France, on a ce mépris des métiers, vous voyez. On croit que tout le monde doit... ou alors qu'il y a des demeurés qui ne pourront jamais avoir des résultats scolaires et qui ne pourront rien en faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez dans les PME le nombre de chefs d'entreprise qui sont des autodidactes. Moi, j'en connais un qui s'est fait virer de tous les lycées de Lyon, hein, les uns après les autres. Hein, et il a très bien réussi dans son métier. Vous voyez, je crois que le travail, c'est incontournable. Alors, le travail, l'amour et l'amitié, et puis la recherche de la vérité. Ah, la recherche de la vérité, c'est capital. Hein, on est confronté, hein, à un certain nombre de choses pour lesquelles on a besoin de réponses. Hein. Par exemple, d'où vient le mal? Le mal, c'est prégnant. On est confronté au problème du mal sans arrêt dans notre vie. Hein. On tombe sur des problèmes liés à la haine, hein, au mal, etc. D'où vient le mal? Ouais. D'où vient l'univers? Vous savez qu'aujourd'hui, le nombre des scientifiques, hein, physiciens, athées, est en perpétuelle baisse à cause du Big Bang. Hein. Le Big Bang, c'est l'apparition de toute l'énergie qui va servir à faire le monde, hein, entier, l'univers, hein, dans sa phase de refroidissement, une énergie colossale qui apparaît instantanément à un endroit sans dimension, hein, et qui déclenche immédiatement le couple espace-temps. Avant, on n'a aucune information, après, on les a toutes. Et on les reconstitue même dans l'anneau du CERN. Hein, on réussit sur des tout petits volumes, à remonter une énergie qui est comparable à celle du Big Bang. Vous voyez, le problème de la vérité sur le mal, sur l'univers, le problème de l'existence de Dieu, c'est des problèmes incontournables. Vous voyez, incontournables. Hein. L'autre jour,
il y a un peu, non, il y a un peu plus d'1 an, je formais des jeunes au mariage, et le jeune qui était, ces 2 internes en médecine, et le garçon qui a probablement été élevé dans un milieu complètement agnostique, etc., me dit ah, mais moi je suis athée. Ah, il dit ça m'intéresse beaucoup ça. Alors t'es bête. Ben oui, c'est pas une question de foi l'athéisme. Vous voyez, le problème de l'existence de Dieu, c'est pas une question de foi. Ce qui est une question de foi, c'est si ce Dieu existe et qu'il s'est révélé, est-ce que j'adhère à ce qu'il me dit? Oui, ça c'est de l'ordre de la foi. Mais l'existence de Dieu, c'est pas de l'ordre de la foi, c'est de l'ordre de la raison. Si tu maintiens que tu es athée, c'est que tu es un con. C'est un peu dur, mais ça l'a fait réfléchir. Ça fait la réfléchir, ne croyez pas qu'il m'en veut, au contraire, ils sont revenus me voir déjà plusieurs fois. Vous voyez, parce que je l'ai fait réfléchir sur quelque chose où il disait ça de bonne foi, je suis athée, en fait il était agnostique, c'est pas la même chose. Vous voyez, il était incapable de faire un acte de foi par rapport au Dieu dont lui parlait sa fiancée qui, elle, était très croyante. Bon, je comprends très bien, hein, mais pas athée, Coco. Pas athée. C'est déraisonnable aujourd'hui. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça, c'est les trois grands axes fondamentaux pour lesquels la famille est irremplaçable. C'est la socialisation de l'enfant, la capacité à vivre dans une société humaine, et la première cellule de société, c'est la famille. Il ne faut pas s'étonner que toute la socialisation de l'enfant commence par la famille. J'allais dire, c'est dans la nature des choses. Hein. Deuxièmement, la capacité pour la famille, vous voyez, de sortir un enfant qui ne soit, un jeune qui ne soit plus un adolescent prolongé, mais quelqu'un qui a un moi fort, comme disent les psychologues, un moi fort, ce qui ne veut pas dire un moi agressif, narcissique, pervers, non, mais un moi solide. Ouais. Ça veut dire je ne gobe pas n'importe quoi, ça veut dire ouais, je me dirige moi-même, etc. Bon. Et puis 3, quelqu'un qui est capable de ce don de soi qui est l'amour et l'amitié, qui est capable de tirer du travail toutes les valeurs que donne le travail, vous voyez, les exigences, la rigueur, etc. Et puis un esprit qui recherche inlassablement la vérité. Voilà.